Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'acting. Voilà, parce que il y a des choses dont j'avais envie de parler du côté de l'acting en général. Je vais lancer ma diapo et puis je vais vous expliquer tout ça. Alors, F5. Oh, c'est bien, c'est rapide. On est bon. Donc, le problème de l'acting. Alors, j'ai appelé ça comme ça. Je savais pas trop comment nommer ma vidéo. Peut-être que j'aurai des meilleures idées pour le titre entre deux. Mais on va parler d'acting avec notamment deux effets à mes yeux. C'est que, en fait, on a deux types pour moi d'acteurs. Alors, je parle pas de type en mode ceux qui font du surjeu, ceux qui jouent normalement, machin. Parce que le surjeu, il rentre dans une des deux catégories dont on va parler, parce qu'on va parler de manière un peu plus large. On va parler de ceux qui jouent toujours le même rôle et de ceux qui varient un peu plus leur rôle. Alors, déjà, ce qui va être intéressant dans cette vidéo, déjà, c'est que vous allez avoir des petites recommandations de films et de séries pour toutes les personnes dont je vais parler. Voilà. Bien sûr, je me base dans cette vidéo uniquement des films et des séries que j'ai déjà vus. Bien sûr, je ne vais pas donner une analyse de films que j'ai pas vus. Ce serait con. Je peux pas parler de ce que je connais pas. Donc, je vais parler beaucoup de mon ressenti avec ce que j'ai vu et de ce qui se dit énormément aussi sur Internet. Hein, voilà. Donc voilà. Donc si des fois il y a aussi des petites nuances, hein, même dans ce que j'ai vu. Bref. Mais là on va un peu parler de généralité. Voilà. Donc voilà. Donc en fait on va parler de deux types de choses. Donc d'abord une chose qui moi en fait m'agace un peu dans le monde du cinéma. Ça veut pas dire que je ne peux pas apprécier ce que ces gens-là font, mais c'est vrai qu'il y a un côté où voir des gens tout le temps jouer le même rôle, ça commence à m'agacer. Mais on expliquera en conclusion pourquoi certaines personnes jouent toujours le même rôle. Voilà, de l'aspect de l'industrie et de l'aspect des fans, bien entendu. Et on va également parler des acteurs, des actrices, même plus d'actrices, qui ont tendance, eux ou elles, à varier leur rôle. Et on verra que, effectivement, par rapport au public, ça n'a pas le même effet. Vous allez voir. Donc, on va d'abord parler de ceux qui jouent toujours le même rôle. Bon, forcément, j'ai mis un panel de rôles de The Rock, hein, parce que bon, voilà, il en fait partie. On commence avec Vin Diesel, donc avec quelques films notables, parce qu'il n'y a pas de série dedans. Quoique, il y a eu la petite série sur Groot, hein, mais ça, je n'ai pas vu. Donc, qu'on a pu voir, enfin, que j'ai pu voir plutôt dans la trilogie Riddick, où il incarne Richard Riddick, dans Fast and Furious avec Dominic Toretto, dans Triple X avec Xander Cage, qui est aussi une trilogie, dans le MCU dans le rôle de Groot, et dans Bloodshot, où il joue Raymond Garrison. Hein. Donc voilà, alors, merde, vous voyez pas ma souris. Donc là, avec Vin Diesel, donc ça à mon avis, ça doit être Dominic Toretto dans le premier film, hein, j'imagine. Bon, moi ça c'est dans Bloodshot, qui est nul. Et ça, c'est dans Riddick. Donc voilà. Donc Vin Diesel, effectivement, ce n'est pas un génie de l'acting. Hein, voilà, c'est même d'ailleurs assez marrant que le mec se considère comme un des meilleurs acteurs de tous les temps. Hein. Le mec, il a un ego de malade, alors qu'en réalité, bah, il est pas bon du tout. Hein. Même d'ailleurs, vous regardez là sa tête dans Bloodshot, sa tête dans Fast and Furious. Hein, il y a bien 15-20 ans d'écart entre les deux films. Pourtant, il tire exactement la même gueule. Hein. Bon, le même froncement de sourcil, exactement le même. Bon, le regard a un peu changé en vieillissant. Bon, en même temps, le visage, il change un peu. Mais vraiment, c'est la même tête alors que c'est même pas le même film. Bref, c'est vrai que Vin Diesel, c'est un peu son problème. C'est que déjà, il joue toujours les mêmes rôles. Hein, voilà, c'est le mec un peu badass qui casse des gueules. Voilà. Et surtout, bon, déjà, une fois qu'il a commencé à être connu, bon, déjà, il a gardé quasiment que des rôles en tête d'affiche. Même étonnant que dans le MCU, hein, voilà, il a accepté un rôle comme Groot où il a juste une phrase à dire et il se pisse et tout.
Mais c'est vrai que c'est un acteur, bah, tu regardes ses films, c'est exactement le même gars et notamment son acting, joue beaucoup là-dessus. Parce que, bah, c'est un acteur, qui n'a pas de talent d'acting, hein. Voilà, il reste à peu près le même, tout le temps et puis, bah, voilà, c'est un peu chiant. Alors après, est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non, parce que bon, bah, la trilogie Riddick, elle est sympa. Elle est pas extraordinaire, mais elle est sympa. Fast and Furious, c'est pas extraordinaire, mais bon, j'ai envie de dire, tu veux passer une soirée, t'as passé une bonne journée, tu veux juste regarder un film ou tu veux pas te casser la tête, tu regardes la Fast and Furious, c'est sûr que tu vas pas te casser la tête, hein, parce que le scénario est tellement à chier, mais l'action est plutôt sympa, donc voilà, tu passeras un bon moment. Thunder Cage, c'est exactement pareil. Voilà, bon, Bloodshot, non, ça c'était vraiment nul, regardez pas. Enfin, regardez pas, vous pouvez, mais franchement, vous allez vous faire chier. Mais voilà, de manière générale, son acting est nul, mais les films dans lesquels il est, en général, c'est des bons divertissements, hein. Pas les meilleurs films, mais ça reste du bon divertissement. À côté de ça, on a Jason Statham, qui est exactement le même profil, hein, bon, qui a fait la trilogie Transporter, dans le rôle de Frank Martin, avec un seul A, techniquement. Il y avait le film Course à la mort, ou Death Race, en titre original, où il joue Jensen Ames. Bon, Fast and Furious, où il joue Descartes Shaw. Spy, où il joue Rick Ford. Expandable 4, parce que j'ai pas vu les trois premiers, mais j'avais vu le 4, qui était même l'un des pires films que j'ai vu en 2023 ou 2024, où il joue Lee Christmas. Et A Working Man, donc vous avez la review qui techniquement sera déjà publiée ou sortira bientôt. Voilà, je ne saurais pas encore dans quel ordre je vais sortir ces vidéos-là, où il joue Evan Cade, et dans quasiment tous, il joue comme Vin Diesel, le mec badass qui casse des gueules. Voilà, il ne sait pas faire grand-chose de plus que ça, à l'exception de Spy, voilà, dont on peut parler, Spy, puisque dedans, bon, il va quand même jouer le mec un peu badass, un peu brut et tout, sauf qu'il le joue pour se parodier lui-même. Voilà, et d'ailleurs, c'est même le perso le plus drôle de Spy. Mais ça reste le même type de personnage, hein, ça reste, voilà, le mec badass qui casse des gueules, à l'exception près que cette fois il le joue de manière parodique pour se parodier lui-même. Parce que bah, tous ces autres films, hein, globalement, c'est le mec qui a pas beaucoup d'expression, comme Vin Diesel, et qui casse des gueules sur son passage. Voilà. Après, est-ce qu'encore une fois, est-ce que ça en fait des mauvais films? Bah, pas forcément. Le Transporteur, c'est sympa. Fast and Furious, encore une fois, t'enlèves ton cerveau de la tête et tu regardes ça comme un divertissement, tu passes un très bon moment. Spy, c'est super drôle. Bon, Expandable, moi j'ai détesté. Working Man, c'était sympa, tu regardes ça une fois, puis après tu laisses tomber. Death Race, pareil, c'était sympa, tu regardes une fois et puis hop, tu laisses de côté. Mais voilà, ça reste quand même des bons divertissements, mais Statham est toujours le même dans ces films-là. Ensuite, on a The Rock. Voilà, que moi, c'est un homme que j'aime vraiment beaucoup dans le catch et au cinéma. Mais pareil, force est de constater que bah, ses rôles, pour beaucoup, sont assez similaires. Donc voilà, on en a eu le Retour de la momie et le Roi Scorpion, où il jouait Matthäus. J. Joe, il joue Marvin Hinton. Fast and Furious, où il joue Luke Hobbs. C'est quand même assez marrant que beaucoup d'acteurs qui jouent souvent les mêmes rôles aient fini dans Fast and Furious. Dans Hercule, il jouait Hercule. Agent presque secret, il jouait Bob Stone. Dans Baywatch, il joue Mitch Buchanan. Dans Jumanji, donc, qui est juste là. Je me demande si tout ça. Alors, je me demande. Ouais, je pense que ça c'est Jumanji 1, ça doit être le 2. Et ça doit être truc dans la jungle. Enfin, truc vers le centre de la Terre, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Donc, dans Rampage, il a joué David Okoye. Okoye plutôt. Skyscraper, j'ai Will Sawyer. Jungle Cruise, il joue Frank Wolf ou Francisco Lopez de Heredia. Red Notice, il joue Don Hartley. Dans Black Adam, il joue Black Adam. Hein. Et dans Red One, il joue Callum Drift. Alors, j'ai pas mis No Pain No Gain parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film-là. Je l'ai vu une fois il y a pas mal d'années, donc je me souviens plus de son rôle. Mais je sais que c'est un rôle quand même très différent de ce qu'il faisait habituellement. Donc, je le mentionne quand même. Voilà, dans No Pain No Gain, il était très différent dans la plupart de ces films-là, mais j'en ai pas assez de souvenirs pour détailler plus que ça. Mais en réalité, quand on regarde tous ces rôles, la plupart sont assez similaires. Bon, déjà, dans la plupart du temps, ben, The Rock est comme les deux mecs précédents. La plupart du temps, c'est le mec badass qui casse des gueules, hein, voilà.
très souvent c'est le héros, comme les deux précédents. Croire que les chauves ne peuvent jouer que des mecs badass dans un rôle principal, hein, qui cassent des gueules. Faut croire qu'ils peuvent pas faire autre chose que même dans les films comiques, comme Agent presque secret, bah il est quand même ce mec badass, voilà, qui casse des gueules dans même s'il y a des petites nuances, voilà, avec son passé et tout, qui est sympa, mais voilà. Bref, il a quasiment toujours ce même rôle. Dans des registres différents, on a du registre d'aventure avec Jungle Cruise, un peu plus d'espion ou tout ça avec Rod Notice, enfin, où là c'est plus un voleur. Moi je crois que c'est lui le voleur. Attends, c'est qui le flic là? Non, oh, je sais plus. Bref, il a toujours quasiment le même rôle, voilà, il a toujours son petit moment de sourcil comme ça là. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, il sait faire quand même un peu plus d'expression que ses deux précédents. Quand même, voilà. Il arrive des fois à faire des expressions de surprise, des trucs comme ça. Alors, ça le fait passer un peu dans du surjeu, mais voilà, il sait quand même faire des choses en termes d'acting. Voilà. Ou alors il a toujours son grand sourire, mais ça c'est plus son sourire de Dwayne Johnson, hein, voilà, c'est même pas un sourire de personnage, hein, c'est vraiment son vrai sourire qu'il a aussi dans les films, donc c'est un peu, voilà, c'est pas le plus grand acteur, mais voilà, et puis bah, quand tu regardes un film de lui, bah, les trois quarts, c'est un peu la même chose. Voilà. Ou alors, des fois, il y aura des petites nuances, mais globalement, dans la plupart de ses films, on retrouve plus ou moins la même chose. Je crois qu'en fait, le seul rôle que j'ai vu où il était pas comme les autres, c'était sûrement Matthäus. Voilà, dans le temps, Matthäus, c'était son début de carrière au cinéma. Et ensuite, bon, bah, une fois qu'il a commencé à devenir populaire, bon, bah voilà, il s'est mis à faire quasiment que les mêmes choses. Ensuite, on a Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, voilà, donc qui a fait Deadpool dans X-Men Origins. Et ce qui était bien parce qu'on lui a cousu sa bouche pour qu'il ferme sa gueule. Green Lantern dans Hall Jordan, j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens que j'avais pas du tout aimé ça. Sécurité rapprochée, il jouait Matt Weston. Dans RIPD, la Brigade Fantôme, il jouait Nick Walker. Dans The Voice, il jouait Jerry Hickfang. Dans Deadpool, il jouait Deadpool, hein, la trilogie. Dans Pokémon Detective Pikachu, il jouait Pikachu et le père du héros, ou un truc du genre, quoi. Dans Fast and Furious, il jouait Victor Locke. Dans Free Guy, il joue Guy Hey Dude. Dans Red Notice, il joue Nolan Booth. Et dans Blue et compagnie, il joue Calvin. Alors, à revenir sur The Rock, encore une fois, c'est pas parce qu'il joue tout le temps le même personnage que tous ses films ne sont pas divertissants. Hein. Moi, j'ai quand même passé un bon moment devant la quasi-totalité de ses films. Parce que j'avoue que Hercule, j'ai pas aimé. C'était pas ouf. Et G.I. Joe 2, là, c'était pas ouf non plus. Mais le reste, j'ai quand même plus ou moins bien aimé, même s'il fait quasiment tout le temps la même chose. Ryan Reynolds, c'est pareil. Ryan Reynolds, c'est toujours le personnage qui cause, qui cause, qui cause, qui cause. Voilà, qui est tout le temps dans le sarcasme. Et ce, depuis à peu près bah, la reprise de Deadpool, en fait. Parce que avant, ça pouvait aller. Bon, dans RIPD, il commençait déjà à devenir comme une forme de Deadpool. Bon, dans The Voice, encore ça allait, il jouait plutôt bien. Sécurité rapprochée aussi, il avait un rôle vraiment cool. Il jouait très très bien. Mais d'un coup, une fois qu'il s'est remis à jouer Deadpool, il a quasiment joué tous ses rôles comme s'il jouait Deadpool. Et vraiment, hein, quand il joue Victor Locke, il fait une petite apparition, il joue comme s'il était Deadpool. Quand il joue Pikachu, il joue comme s'il était Deadpool. Quand il joue Free Guy, il joue comme s'il était Deadpool. Dans Red Notice, pareil. Bon, Calvin, il a un rôle quand même un peu différent, ça fait du bien quand même. Au bout d'un moment, il a lâché. Bon, après, il a sorti Deadpool 3, parce que Deadpool 3 et Blue et compagnie sont sortis à peu près à quelques mois de différence. Donc bon, voilà, il fallait quand même qu'il nous fasse du Deadpool à un moment donné. Mais voilà, voilà, on va dire au moins on a un peu on a pu passer un peu à autre chose, mais voilà, tu te dis depuis quelques années, quasiment tout ce qu'il fait, c'est jouer comme Deadpool. Moi, ça m'insupporte parce qu'honnêtement, le personnage de Deadpool, j'en peux plus. Alors oui, il est cool comme perso, mais au bout d'un moment, j'en peux plus. Parce que quand le gars, au bout d'un moment, quasiment tous ses films ces dernières années, c'est jouer comme Deadpool, honnêtement, j'en peux plus. Et par contre, avec lui, bah, je passe beaucoup moins un bon moment. Déjà, bon, Blue et compagnie, j'ai pas aimé plus que ça. Voilà, c'était sympa, j'ai pas aimé plus que ça. Bon, Red Notice, j'ai bien aimé parce qu'il y avait The Rock, mais franchement, le personnage
Ryan Reynolds, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Free Guy, j'ai détesté. Bon, dans Fast and Furious, il fait juste un petit caméo, donc c'est difficile de parler, mais Detective Pikachu, j'ai pas aimé. Deadpool, j'ai bien aimé le 1 et le 2, mais j'ai détesté le 3. Et en fait, quand on regarde avec Ryan Reynolds, en fait, les films que j'ai préférés de lui, bah, en fait, c'est Sécurité rapprochée qui date, The Voice qui date, RIPD c'était sympa, mais ça date. Et ouais, Ryan Reynolds, ouais, j'en peux vraiment plus qu'il fasse quasiment que du Deadpool. Mais après, ça reste quand même divertissant pour les gens. Je sais que beaucoup de gens apprécient quand même tous ces films-là. Mais moi, personnellement, là, vraiment, Ryan Reynolds, c'est l'overdose, j'en peux plus. Helena Bonham Carter, alors elle, je l'ai mis parce qu'en fait, quand tu recherches des tops d'acteurs, d'actrices qui jouent tout le temps les mêmes rôles, elle revient très souvent. Bon, bon, actrice qui est née le même jour que moi, bon, qui a quand même pas mal d'années de plus que moi, mais bon, voilà, je le note quand même, hein. D'ailleurs, ce qui est trop cool, c'est que je suis né pile entre Saruman et Gandalf. C'est très drôle. Genre, il y a un des acteurs qui est né le jour avant et l'autre qui est né le jour d'après. Je trouve ça assez marrant. Bon. Pour revenir à Helena Bonham Carter, donc j'étais La planète des singes de Tim Burton, où elle a joué Harry. Charlie et la chocolaterie, elle a joué Madame Bucket. Les noces funèbres, où elle a joué Emily, la mariée défunte, hein, qui est là. Et Harry Potter, elle a joué Bellatrix Lestrange. Après, je l'ai vu dans d'autres films, mais où elle avait des rôles très secondaires, bah, un peu comme Madame Bucket, hein, où en fait c'est juste la mère de Charlie qu'on voit un tout petit peu. Euh, D'ailleurs, ouais, j'aurais pu, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur elle, hein, c'était juste une maman pauvre, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Et c'est vrai que la plupart des autres personnages de Helena Bonham Carter, c'est toujours la meuf un peu folle. En fait, une fois qu'elle a réussi en fait à bien cartonner avec ce genre de personnage, bah, c'est vrai qu'elle joue très souvent des persos dans ce style-là. Euh, bon, encore une fois, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça rend les choses moins divertissantes? Non. Mais c'est vrai que ben, c'est un peu devenu sa spécialité, hein, les personnages un peu loufoques, un peu bizarres. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire sur elle. Elle, je l'ai rajoutée pour avoir une femme dans le top, parce que bon bah voilà, elle était sur tous les endroits où j'ai été, elle était citée. Ah, parce qu'il y a des gens bon, forcément, des Vin Diesel, Statham, The Rock, je les ai mis de moi-même, mais eux aussi, tu les trouves dans tous les tops, hein, qui en parlent. Voilà. Franck Dubosc, moi, c'est un truc que j'ai mis de moi-même. Qu'on retrouve quand la trilogie Camping, où il joue Patrick Chirac, Le Marquis, où il joue Thomas Gardès, Chien et Chat, où il joue Jack, ou Loup-Garou, où il joue Jérôme Vassier. J'aurais pu mettre Fiston, où il joue avec Kev Adams, mais je me souviens plus de comment il est dans Fiston. Bref. Franck Dubosc, qui est peut-être une des rares personnes en France qui arrive à me faire rire. Voilà, en France, il n'y a pas grand monde qui y arrive. Lui, il y arrive. Voilà. Mais en termes d'acting, il fait tout le temps la même chose. Tu vois, il a tout le temps les mêmes expressions, les mêmes mimiques. Tu vois, il change jamais rien dans son jeu. C'est-à-dire que qu'il joue Patrick Chirac ou Jérôme Vassier, bah, il joue de la même manière. Et bah ouais, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Tu vois, tu dis camping, ça date quand même des années début des années 2000, j'imagine, enfin 90 peut-être, années 2000 pour voilà. Et Loup-Garou, c'était bah, là en 2024 et ils jouent quasiment de la même manière les deux persos qui pourtant ont rien à voir. Il y en a un qui va dans un monde un peu fantastique et l'autre bah, qui est dans un camping. Et pourtant ils jouent de la même manière. Après, encore une fois, est-ce que les films sont peu divertissants? Ben non. Enfin bon, Loup-Garou, c'était quand même très nul, hein. Chien et chat, j'ai pas aimé plus que ça. Le Marquis, ça j'adore, c'est très drôle. Bon, surtout, la différence entre son personnage et celui de Richard Berry est vraiment très drôle. Bon, après, Camping, ça fait longtemps que je les ai pas vus, donc je m'en souviens pas trop. Mais bon, voilà, tu vois, la dégaine, déjà, c'est assez sympa. Tu sais que tu vas te marrer, quoi. Mais bon, c'est quand même un gars qui a toujours varié un peu entre voilà, la comédie, un peu le drame, voilà, et toujours des scènes un peu plus dures, et qui est très cool. Voilà, il joue très bien, mais c'est toujours quasiment la même chose qu'il joue, et je trouve ça dommage. Mais force est de constater que c'est quand même le seul mec en France qui arrive à me faire rire. Jenna Ortega, qui est une de mes actrices préférées, mais pareil.
Voilà. Bon, on peut noter The Babysitter Killer Queen, donc c'est le deuxième, où elle joue Phoebe Atwell. Scream, où elle joue Tara Carpenter dans du coup le Scream 5 et 6, même s'ils sont pas notés comme ça, c'est un 5 et un 6. Hein. Dans X, où elle joue Lauren Day. Miller's Girl, où elle joue Cairo Sweet. Beetlejuice, où elle joue Astrid Dietz. Days of a Unicorn, où elle joue Riley. Et la série Mercredi, où elle joue Mercredi Adams. Et c'est vrai que qu'elle joue quasiment toujours le même rôle. Pourtant, ça en fait quand même une de mes actrices préférées parce qu'elle joue à la perfection. Elle est parfaite dans son acting. Mais ben, c'est vrai que tu regardes ses personnages, c'est quasiment toujours l'ado rebelle. Tu prends Phoebe Atwell, c'est la petite ado rebelle. Tu prends Tara Carpenter, dans le premier film, elle a un petit aspect ado rebelle. Dans le 2, t'as des petites scènes où elle a un petit côté rebelle, mais bon, c'est déjà un peu différent, donc voilà. Dans X, ça va, elle a pas trop cet aspect ado rebelle, parce que bon, X, ça raconte, voilà, une meuf qui veut, enfin, des gens qui veulent tourner un film porno, et du coup, elle, c'est la petite meuf un peu prude, tout ça, voilà, qui, du coup, va au bout d'un moment pour contrarier quelqu'un, tourner sur sa première scène X et tout. Mais et puis c'est pas un film porno, hein, c'est vraiment un film d'horreur, mais dont le propos de base, voilà, c'est de tourner un film porno. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de la trilogie avec Pearl et tout ça. Là, je sais plus comment s'appelle le troisième film, mais moi j'ai vu que X pour l'instant. Faut que je voie les autres. Et d'ailleurs, il y a un film, pour moi, un des pires films français des dernières années sortis, qui justement s'inspirait de X. Voilà, dans Miller's Girl, elle a quand même un peu cet aspect ado rebelle. Hein. Au début, tu vois, c'est l'étudiante, un peu. L'étudiante parfaite, voilà, qui drague un peu son prof, et puis bon, dès que son prof la rejette, bon, là, il passe à l'ado rebelle qui veut tout détruire, bref. Astrid Dietz, c'est totalement l'ado rebelle. Riley, c'est totalement l'ado rebelle. Mercredi Adam, c'est totalement l'ado rebelle. Bref, sur tout ce qu'il y a là, bon les trois quarts, c'est une ado rebelle. Il y a des petites fulgurances où voilà, elle ne joue pas l'ado rebelle, ou du moins elle ne joue pas entièrement l'ado rebelle dans le film, mais force est de constater quand même que dans la majorité des trucs où je l'ai vu, c'est une ado rebelle. C'est un peu chiant, parce que quand t'as une meuf comme ça, qui a un acting de fou, et qu'au final, tout ce qu'on lui demande de faire, c'est l'ado rebelle, c'est un peu dommage. Alors je sais qu'elle a sorti un autre film là qui est sorti il y a 1 ou 2 semaines, au moment où moi j'enregistre. Je ferai une vidéo dessus quand j'aurai l'occasion de le voir, mais j'espère qu'elle sera pas à nouveau l'ado rebelle. Bon là, je crois que c'est une question de fan d'un artiste, je crois qu'elle joue la fan d'un artiste, donc il y aura peut-être pas cet aspect-là, et j'espère bien, parce que ce sera cool d'avoir faire autre chose que l'ado rebelle, parce que ouais, ça fait quand même là, quand même pas mal de petits trucs ces derniers temps, où elle l'était. Ensuite, on a Ken Jeong. Et ouais, comme je disais, hein, Jenna Ortega, ça reste une de mes actrices préférées malgré ça. Hein. Bon, Ken Jeong, que moi j'ai vu dans la trilogie Very Bad Trip, qui est juste là, dans Transformers 3. Il a fait un caméo dans Avengers Endgame, mais bon, c'est vraiment juste un caméo. Bon, il fait son acting habituel, mais bon, c'est qu'un caméo. Et dans Community, où il joue le senior Ben Chang, voilà, qui est ma sitcom préférée, Community. Voilà, donc pareil, Ken Jeong, il fait tout le temps la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, enfin, dans ce que moi j'ai vu, hein, parce que j'ai pas vu tant de choses que ça de sa carrière, enfin, j'ai quand même vu 6 ans de sitcom et une trilogie, c'est déjà pas mal. Euh, mais c'est vrai que il est tout le temps pareil, voilà, c'est toujours le personnage un peu dans le surjeu, dans la surcomédie et tout, mais qui me dérange moins que Jim Carrey, parce que bon, il est pas autant que Jim Carrey, tu vois, il est pas non plus à faire non plus des grimaces toutes les 5 minutes ou quoi que ce soit. Moi, j'aime beaucoup cet acteur, parce que bon, moi, dans Community, il me fait beaucoup rire, parce qu'il est vraiment en décalage avec les autres. Euh, et puis, encore une fois, comme j'ai dit, c'est pas non plus des grosses grimaces, quoi, tu vois. Jim Carrey, il abuse vraiment dans ses grimaces. Alors, ça fait rire les gens, moi, ça me fait pas rire, mais je comprends que ça fasse rire les gens. Lui, il en est pas à ce point-là, mais il faut quand même avouer que bon, il est quand même tout le temps dans ce personnage un peu comique, un peu décalé par rapport aux personnages principaux qui sont toujours un peu plus normaux. Sinon, Community qui est vraiment normal, j'ai envie de dire.
Mais voilà, en tout cas, Ben, j'allais dire Ben, parce que je pense à Community, mais Ken Jeong, franchement, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais force de constater que c'est toujours un peu ce même style de personnage qu'il joue, et c'est un peu dommage. J'aimerais bien voir si un film sérieux avec lui un jour. Il y en a sûrement dans sa carrière, mais moi j'ai pas eu. Johnny Depp, Johnny Depp, voilà, bon, c'est un peu le Helena Bonham Carter masculin, hein, voilà, c'est le mec qui a cartonné dans des rôles loufoques. Bon, je pense qu'il avait déjà cartonné avec, euh, merde, comment ça s'appelle? Ah putain, il y a même les films. Ah purée, j'ai oublié. Attends, est-ce que je. Bah non, comme il a fait qu'un caméo, j'ai pas noté le film. Ah là là. Attends, est-ce qu'on le voit ici? Est-ce qu'on va le voir? Mais comme il y a que les films, je pense qu'ils vont pas. Attends, ils vont peut-être avoir mis son caméo. Non. Merde. Merde, comment ça s'appelle? Merde, la série télé avec laquelle il a cartonné là. Oh purée. Bref, si vous connaissez toute la carrière de Johnny Depp, vous savez de quoi je parle. J'arrive pas à m'en souvenir, ça va me revenir d'un coup comme ça. Je pense pas qu'il avait déjà un rôle loufoque dedans. À partir du moment où il a commencé à tourner pour Tim Burton, il a créé ce rôle de loufoque et puis bah, il l'a joué dans quasiment tous les films qu'on a là. Donc Edouard Main d'Argent, où il joue Edouard, qui est plutôt sympa, qui d'ailleurs est le film préféré de ma mère de Tim Burton. C'est pas mon favori. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais revu depuis mon enfance. Mais bon, c'est quand même un film sympa, mais c'est pas plus mon délire que ça. Sleepy Hollow, où il joue Chabot Crane, qui est vraiment très cool. Bon, la saga Pirates des Caraïbes, hein, voilà, alors ça a été toute mon enfance et j'adore. Charlie à la chocolaterie, où il joue Willy Wonka, ça j'adore Charlie à la chocolaterie. Peut-être mon Tim Burton préféré. Faudrait que je revoie tous les films de Tim Burton que j'ai vus, mais je pense qu'il est dans. Ah non, quoique, Les Noces funèbres, j'ai bien kiffé aussi. Donc Les Noces funèbres, hein, où il joue Victor Van Dort. Mais c'est vrai que j'ai vraiment kiffé Les Noces funèbres, hein. Faudrait que je revoie. Parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus je me refais des vieux films de Tim Burton que j'avais jamais vus. Et ouais, c'est à réfléchir. Sweeney Todd, où il joue Sweeney Todd, bon ça par contre j'ai pas aimé parce que ça chante beaucoup trop. Les Noces funèbres, il y a deux trois chansons et encore ça passe. Ici je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Mais après c'est parce que j'aime pas trop les comédies musicales. Dark Shadow, ça j'ai pas aimé, mais où je joue Barnabas Collins. Mais bon c'est parce que je kiffe les vampires et quand je vois les vampires de Tim Burton, ça me donne envie de vomir. Lone Ranger, où il joue Tonto. Transcendance, où il joue Will. Charlie de Mordecai, où il joue Charlie de Mordecai, Les Animaux Fantastiques, où il a joué Grindelwald. D'ailleurs, Transcendance, c'est peut-être le seul moment que j'ai vu où il avait un personnage plutôt, comment dire, plutôt sérieux. Voilà, lié à la technologie, le transhumanisme et tout ça. Et que d'ailleurs, j'avais pas beaucoup aimé. Bref. Donc je sais qu'il a eu des rôles sérieux dans sa carrière, mais moi je les ai pas vus. J'ai surtout vu les rôles où il était loufoque, hein, donc c'est aussi un peu de ma faute, hein. Mais c'est vrai que bon bah quand on regarde quasiment tous les rôles que moi j'ai vus, en dehors de Transcendance, c'est quasiment que des rôles loufoques, un peu bizarres, voilà. Après il est parfait là-dedans, mais force est de constater que bon bah euh, le plus gros de sa carrière, ça reste quand même des rôles comme ça. Même si je vois qu'il y a quand même des rôles hein, qui ont l'air de sortir du lot que moi je n'ai pas vu. Voilà. Et 21 Jump Street. Voilà, je savais qu'il y avait un putain de chiffre dans le nom de cette série télé. Voilà, donc je pense que 21 Jump Street l'a fait connaître avant les films de Tim Burton. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on retient quand même plus les films de Tim Burton. Parce que, bon, bah, les gens de ma génération, je suis pas sûr qu'on ait vu plus que ça 21 Jump Street. Moi, je l'avoue, j'ai pas vu cette série-là. J'ai vu les films, mais j'ai pas vu la série télé. Et je pense que la série télé devait quand même être mieux que les films, hein. Kevin Hart. Et oui, Kevin Hart, que j'ai pu voir dans la saga Scary Movie, où il jouait CG. Big Movie, où il jouait Silas. Agent Presque Secret, où il jouait Calvin Joyner. Jumanji, où il jouait Franklin Finbard. Fast and Furious, où il joue Marsha Dinley. The Man from Toronto, où il joue Teddy Jackson. En plein vol, il joue Cyrus Whitaker. Ou Borderlands, où il joue Roland. D'ailleurs, il y a un truc qui est très drôle, c'est que de The Man of Toronto, si on remonte, il jouait tout le temps un même archétype de personnage, donc le personnage comique, un peu dans le surjeu, tout le temps hystérique, faible, qui a peur de tout, voilà, parce qu'il est petit, machin, enfin bref.
Mais moi, personnellement, il me fait beaucoup rire. Bon, après, il me fait beaucoup rire parce qu'il y a aussi parfois le contraste, hein, notamment dans ces deux films-là avec The Rock et dans celui-ci avec Woody Harrelson. Bref. Et à partir de En plein vol, Borderlands, alors là, tu comprends pas pourquoi, mais d'un coup, il veut passer au personnage de génie, voilà, lorsqu'il ne fonctionne pas. Parce que quand pendant plus de 20 ans, t'as joué les crétins, et que d'un coup, tu veux jouer les super génies, comme si t'étais Michael Scofield dans En plein vol, bah, je suis désolé, mais là, ça marche pas en fait. Parce que en fait, pendant 20 ans, on t'a vu faire les guignols. Alors, Steer, tu le fais très bien, parce qu'en vrai, Kevin Hart, il est très drôle. Mais quand d'un coup, tu t'es habitué et tu t'es marré sur un mec qui fait les guignols et que d'un coup, il veut jouer des personnages, voilà, à la Michael Scofield, tu te dis, bah, en fait, j'y crois pas, j'y crois pas. Moi, quand je te vois, je vois un comique. Je vois pas un super génie en fait. Et du coup, voilà. Et dans Borderlands, c'est un peu pareil. C'est un peu le chef d'équipe, voilà, qui est censé être le cerveau de l'équipe. Et encore une fois, bon, déjà, Borderlands, c'était vraiment très nul. Mais en fait, le problème, c'est que tu crois pas. Et ça, c'est un gros problème de ceux qui jouent trop souvent des rôles, les mêmes rôles. C'est qu'au bout d'un moment, tu n'y crois pas. Tu peux pas y croire. Les personnes, ils ont tellement passé des années à te faire rire, par exemple dans son cas à lui, dans un style de personnage, que tu te dis, mais en fait, à partir du moment où tu joues un rôle où, entre guillemets, t'es différent, mais à quel moment je suis censé y croire? Parce que bah, tu m'as jamais donné l'occasion d'y croire. Donc, c'est assez complexe. Ensuite, on a Jim Carrey. Donc, Jim Carrey, bon, bah voilà, qui a fait The Mask, dans le rôle de Stanley Ipkiss, que moi j'aime beaucoup, The Truman Show, de Truman Burbank, que j'aime beaucoup aussi, Le Grinch, où il joue le Grinch, hein, d'ailleurs c'est que des trucs de vieux que j'ai aimé, enfin des trucs de vieux qui datent quoi, et la trilogie Sonic, bon que là j'ai pas aimé son, enfin j'aime bien la trilogie mais j'aime pas son rôle parce que bah, pour moi il joue Jim Carrey et il ne joue pas Robotnik. En fait, le mec il est en costume de Jim Carrey mais enfin non il est dans le costume de Robotnik mais il joue Jim Carrey, voilà. Mais c'est vrai quoi, c'est un acteur où j'ai du mal à aller regarder ses films parce que, bah, par exemple, dans The Mask, toutes ces grimaces et machins, ça collait bien au personnage. Et le truc, c'est que bah, comme ça cartonne, bah, en fait, il s'est mis à faire ça dans quasiment tous ses films de Bond Number et tous les autres trucs, hein. Bah, ça, je sais plus comment ça s'appelle, Ace Aventura, je crois. Bah, tu vois, voilà, il est là, tu vois, tu sens déjà sa tête, voilà, qui va te faire des grimaces à mort et tout. Et bah, le truc, c'est que voilà, c'est un peu sa marque de fabrique. Je sais que beaucoup de gens adorent. Voilà, mais moi, ben, j'aime pas le surjeu. C'est que quand c'est dans un rôle qui correspond au surjeu, comme The Mask, je me dis, ça passe. Le personnage est fait pour. Mais quand tu joues un personnage classique, même dans de la comédie, et que voilà, tu fais quasiment que du surjeu, des grosses grimaces, machin, bon bah voilà, moi je j'arrive pas à rentrer dedans, ça me plaît pas du tout. Voilà. Donc je comprends que les gens aiment bien, mais moi j'aime pas plus que ça. J'ai beaucoup de respect pour Jim Carrey parce que ça reste quand même un grand acteur, hein, faire ses grimaces et machin, faut quand même le faire pour avoir des expressions comme il a. Mais bah moi c'est pas mon style du tout. Voilà. Attendez, hop, je vais brancher mon téléphone, je fais plus beaucoup de batterie. Hop là. Donc voilà. Après encore une fois, ces films ils restent quand même très divertissants. Jack Black. Alors, je crois que je l'avais trouvé dans un top, mais en même temps, il n'y a pas que l'effet du top, mais surtout que moi, bah, dans ce que je l'ai vu, donc Jumanji, où il joue Shady Oberon, Borderland, où il joue Claptrap, alors oui, il fait la voix aussi de, bon, Kung Fu Panda, que j'ai jamais regardé, et il fait la voix de Bowser. Dans Minecraft, voilà, il joue Steve. Et le problème, c'est que dans tout ce que j'ai vu ces dernières années, presque 10 dernières années, hein, parce que bon, Jumanji, je pense que le premier, il doit avoir pas loin de 10 ans maintenant. Oui, oui, je pense que le premier, il doit avoir pas loin de 10 ans, hein, parce que je réfléchis par rapport à un décès marquant dans ma vie, où la personne est décédée quelques mois après le deuxième Jumanji. Donc le premier, puis le décès a déjà combien? 8 ans? 7-8 ans? Donc ouais, le premier Jumanji, elle doit bien avoir 10 ans. Et moi, je l'ai toujours vu faire la même chose. Et je sais qu'avant, il faisait déjà ses rôles un peu surexpressifs, tout ça. Et globalement, il a jamais arrêté. Alors, il a peut-être eu des rôles sérieux, mais voilà, c'est un bon acteur.
mais il fait tout le temps la même chose aussi, voilà. Et c'est un peu dans le même style de Jim Carrey, et bah, encore une fois, c'est un style que moi j'aime pas plus que ça, donc je regarde pas beaucoup ces films. Quand je les regarde, parce que bon, bah voilà, à partir de là, c'est parce que bah voilà, fallait faire des reviews, ou parler des tops et tout, hein, flop, voir si Borderlands était si nul que ça, pareil pour Minecraft. Et Jumanji, bon voilà, c'est parce que j'aime bien le casting, je veux dire, t'as The Rock, t'as Kevin Hart, il y a Karen Gillan, hein, que j'aime beaucoup. Et bon, bah voilà. Mais c'est pas du tout mon style d'acteur. Et en plus, bon, bah, voilà, la plupart du temps, il a un peu ces mêmes rôles avec ces expressions qui sont un peu toujours les mêmes. On va passer maintenant à l'autre penchant, ces acteurs ou actrices qui vont plus diversifier leur rôle. Ça veut pas dire qu'ils font que des rôles différents à chaque film, hein, au bout d'un moment c'est pas possible, mais qui vont plus ou moins se diversifier beaucoup plus que ceux qu'on a vus avant. Donc dans le lot, on aura Daniel Radcliffe, voilà, donc avec notamment la saga Harry Potter, avec La Dame en Noir, où il joue Arthur Kipps, avec Et beaucoup plus Affinité, où il joue Wallace, avec Horns, où il joue Ike Perry, avec Dr. Frankenstein, où il joue Igor, avec Insaisissable 2, où il joue Walter, et Imperium, où il joue Nate Foster. J'ai rajouté Swiss Army Man, que j'ai pas vu, où il joue Manny, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc Daniel Radcliffe, effectivement, il a passé beaucoup de temps à jouer Harry Potter, donc le petit sorcier rebelle où tu as envie de lui foutre des baffes tellement des fois il est casse-couille, mais qui reste quand même le héros de l'enfance de toute ma génération. Voilà. Et ensuite, il a décidé de se diversifier volontairement, parce qu'il ne voulait pas garder l'image d'Harry Potter, et il est passé par plein de rôles différents. Alors, je n'ai pas vu non plus tous ses films, mais il a quand même décidé de pas mal se diversifier, notamment avec La Dame en Noir, où il joue voilà, un notaire qui doit vendre une maison, mais dedans, il y a un esprit, et du coup, bah, voilà, il doit euh, s'en sortir. Donc, un héros classique hein, de film d'horreur. Ensuite, il a joué dans Et beaucoup plus Affinité, où c'est totalement une comédie romantique. Alors là, on est passé totalement à un autre registre, voilà, qui est plutôt sympa. Voilà, je l'ai vu une fois, je ne regarderai pas ça deux fois parce que les comédies romantiques, c'est pas mon délire, mais c'était plutôt sympa. Ensuite, il a fait Hans, où Hans, voilà, il est mi-gentil, mi-méchant, que globalement on l'accuse d'un meurtre, et ses cornes permettent de connaître la vérité. Voilà, tous les gens qui voient ses cornes sont obligés de dire la vérité. Bon, le film est plutôt sympa, et là, pareil, il a un rôle très très différent. Voilà, un personnage voilà, qui recherche la vérité et qui va frôler un peu les limites du possible à certains moments. Dr. Frankenstein, bon bah là il joue Igor, hein, le bras droit de Frankenstein. D'ailleurs, son duo avec James McAvoy, il est incroyable. Dans Saisissable 2, bah, il joue le méchant. Donc voilà, fini les héros, là on passe au méchant. Parce que dans Horns, on, on lui donne un peu cet aspect de méchant, mais il n'est pas réellement méchant. Alors dans Insaisissable 2, il est réellement le méchant. Dans Imperium, dont on voit là, le film il est incroyable, où il joue à la base un analyste par rapport aux terroristes, par rapport aux terroristes musulmans, tout ça. Et ensuite, je sais plus pour quelle raison, il décide de s'infiltrer dans un groupuscule néo-nazi. Et du coup, ben, pour s'incruster dedans, il va devoir se comporter comme un néo-nazi et tout ça. Le film, il est incroyable. Et franchement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué quand il est sorti. Et dans Swiss Army Man, bon, bah, il joue un cadavre. Voilà. Donc vraiment, je sais qu'il a fait un film d'action. Il faudrait que je regarde, parce que j'ai toujours pas vu, on me l'a conseillé. Mais voilà, c'est un acteur qui a cherché à se diversifier, qui s'est diversifié, qui à chaque fois joue plutôt bien, hein. Voilà, après, Daniel Radcliffe, je veux dire, c'est un personnage. C'est un acteur très perfectionniste hein. Dans Harry Potter, j'ai vu plein d'interviews où il n'hésitait pas à lui-même dire au réalisateur: je veux qu'on refasse la scène parce que je suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Bon, après, il faut aussi que les scénarios amènent à ce que l'acting soit bon, hein, voilà. Mais dans la globalité, il a vraiment cherché à faire des choses différentes à chaque fois. Ensuite, on a Amanda Seyfried, qui a été mon actrice préférée pendant pas mal d'années, jusqu'à ce qu'elle fasse une pause dans sa carrière et que bah, du coup, bah, voilà, j'ai dû découvrir
d'autres personnalités, du coup, d'autres personnes sont devenues mes acteurs, actrices préférés. Mais pendant un moment, c'était elle. Notamment, dans ces films, on peut retrouver Lolita malgré moi, où elle jouait Karen Smith, hein, qui est là. Jennifer's Body, donc je pense que c'est cette image-là, où elle joue Anita Lesnicki. Dans Chloé, elle jouait Chloé. Dans Le Chapeau Rouge, elle jouait Valérie. Dans Disparu, elle jouait Jill Parish. Lovelace, j'ai pas vu. Ouais, elle joue Linda Lovelace, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Dans Albert à l'Ouest, elle jouait Louise. Dans Ted 2, elle jouait Samantha Leslie Jackson, hein, ce qui fait Sam L. Jackson. Ah, je pense que vous avez quand même compris la référence. Et dans Scooby, le film d'animation, elle fait la voix de Daphné. Voilà, et comme on voit, ça reste des rôles très différents. Voilà, parce que dans Lolita malgré moi, elle jouait la meuf totalement conne. Hein, voilà, c'était vraiment la blonde stupide par excellence. Voilà, qui suivait totalement, on va dire totalement con Regina George. En plus, incarné à l'époque par Rachel McAdams, qui était très cool. Et je trouve que l'incarnation de René Rapp de Regina George est vraiment pas mal aussi. Bref, dans Jennifer's Body, bah voilà, c'était la petite intello bah, qui devait survivre à sa pote qui était devenue un monstre. Dans Chloé, c'est une grosse psychopathe, elle le joue à la perfection. Dans Le Chaperon Rouge, elle est plus la comment on pourrait appeler ça, la Final Girl, voilà. C'est plus, parce que c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un peu particulier comme film. C'est plus un film d'enquête où tu dois découvrir qui dans le village est le loup-garou et tout. Enfin, c'est plus un vrai loup-garou que le film Loup-garou de 2024, quoi. Euh, mais le film est vraiment sympa, et puis tu vois, elle a un peu ce rôle central, voilà, par rapport au loup-garou, mais qui est plutôt stylé. Donc c'est entre guillemets une sorte de Final Girl sans vraiment en être une. Dans Disparu, c'est la meuf qui va enquêter sur la disparition de sa sœur et tout ça. C'est plus une sorte de drame, thriller et tout, qui est plutôt sympa. Voilà, en plus, c'est là où j'ai découvert Emily Wickersham qui joue sa sœur disparue, donc, quoique dans des petits flashbacks. Et ensuite, bah, Emily Wickersham, je l'ai kiffé dans NCIS. Lovelace, j'ai pas vu, mais je l'ai mis parce que dans Lovelace, elle joue une actrice porno. Donc voilà, c'est la biographie d'une actrice porno. Voilà, donc je l'ai pas vu parce qu'à l'époque, j'avais pas envie de voir mon actrice préférée en tant qu'actrice pornographique. Voilà, après, sûrement que le film est très bien, je doute bien qu'il ne doit pas y avoir de scènes porno ou de trucs comme ça dans le film. Mais voilà, elle a quand même voilà, fait un peu de la biographie. Dans Albert à l'Ouest, elle fait un tout petit rôle, mais où c'est vraiment une petite connasse. Elle en est pas dans le style de Karen, voilà, mais c'est vraiment, tu sais, la petite bourge un peu conne et tout. Enfin, c'était plutôt sympa. Dans Ted 2, bah, c'est une avocate dans un rôle très comique. Parce que, bon, de toute façon, c'est Ted, donc on peut pas s'attendre à un rôle sérieux. Et dans Scooby, elle joue un rôle très. Bah, le rôle de Daphné, donc rôle un peu dans le style de Karen, mais pas aussi stupide. Parce que bon, Daphné, elle est pas idiote non plus. C'est un peu pareil, c'est un peu la petite Richou, voilà, qui prend soin d'elle-même. Un peu. Comment on appelle ça ces gens-là Merde, je vais plus avoir le mot. Superficielle. Voilà, Daphné, elle est un peu plus superficielle que stupide. Hein. Karen, elle est vraiment stupide. Bref, et Louise était plutôt méchante qu'autre chose. Donc vraiment pas mal de films qui ont changé. Bon, Mamma Mia, moi j'ai jamais vu parce que je sais que ça chante et j'aime pas quand ça chante dans les films. Mais il y a quelques comédies musicales que j'aime bien, mais pour moi il faut que ça fasse sens que ça chante, sinon mon cerveau il aime pas. Mais je sais qu'elle a joué dans Mamma Mia, donc je sais pas trop quel genre de rôle elle avait dedans, mais voilà, peut-être qu'un jour je regarderai parce que bon, bah, c'est Amanda Seyfried. Voilà, alors j'aurais pu noter des films comme Anon, mais dans Anon, je me souviens plus trop de son rôle. Pareil avec Time Out, avec Justin Timberlake, je me souviens plus précisément de son rôle, mais là on est plus dans du futuriste. Bah, pour les deux films, hein, parce que dans Anon, je sais que son personnage, en fait, c'est dans Anon, on est dans un monde où tout le monde est contrôlé, on peut savoir qui est n'importe qui. Et en fait, elle, quand ils tombent sur elle, en fait, ils ont zéro information sur elle, ils n'arrivent pas à l'identifier et tout. Et dans Time Out, c'est toute une question de temps. Et du coup, elle a une sorte de personnage un peu rebelle et tout ça, mais je me souviens plus précisément du truc. Bref. Euh, mais c'est une actrice qui est vraiment incroyable. Je sais qu'elle a sorti une petite série télé là en 2024, il va falloir que je la regarde, même si c'est pas le genre que j'aime le plus. Parce que, bon, bah, avec Amanda Seyfried, en termes de performance d'actrice, on est toujours bien. On est toujours bien.
Dove Cameron, voilà, bon, j'ai mis la saga Descendante, bon, plutôt trilogie, parce qu'elle a fait que les trois premiers. Après, sur le Descendant 4, ils sont partis sur des nouveaux persos. On mentionne quand même son personnage, mais elle n'est pas là. Et dans Liv et Maddie, elle joue Liv et Maddie Rooney. Mais si je parle de Dove Cameron, c'est parce que c'est une personnalité qui est incroyable, qui a touché à absolument tout dans le monde de l'art. Alors je sais pas si elle fait de la peinture, hein, mais en tout cas elle a touché quasiment à tout. Puisque elle fait de la comédie musicale à Broadway, elle fait du théâtre, elle fait du cinéma, elle fait des séries télé, elle fait de la musique, elle a quasiment touché à tout ce qu'on peut faire. Voilà. Tout ce que tu peux faire où tu es filmé, elle le fait. Voilà, entre le chant où tu es quand même filmé pendant tes clips, voilà. Bah, elle a quasiment fait tout. Elle fait pas mal de mannequinat, des trucs comme ça. Voilà. Comme je dis, il n'y a que tout ce qui touche à l'art un peu plus, comment dire, comme le dessin, la peinture, la sculpture. Bah, bon, ce genre d'art, je sais pas si elle en a fait, mais bon, elle a quasiment fait tout le reste dans sa carrière, hein. Et là, à peine, bon, elle doit approcher des 30 ans, mais tu dis, c'est quand même fou tout ce qu'elle a pu faire en si peu d'années, quoi. Et même quand on regarde son acting, enfin, ses personnages, ils sont quand même très cool, hein. Là, j'ai mentionné que trois personnages, que je l'ai vu dans plein d'autres trucs, hein. Mais je me souvenais pas suffisamment, parce que c'est des trucs que j'avais regardé pendant la période Covid, donc ça fait 5 ans, donc j'aurais plus trop de souvenirs. Mais, euh, mais voilà. Mais dans Descendante, par exemple, elle joue la meuf un peu mi-rebelle, mi-gentille, voilà. C'est assez particulier. Et ce passage est assez cool. Dans Liv et Maddie, bah, en fait, elle joue les deux jumelles. Et en fait, elle joue tellement bien que au bout d'un moment, tu t'oublies limite qu'en fait, c'est la même actrice qui joue les deux personnages. Et ça, c'est très très fort. Bon, dans le tournage, en fait, le truc, c'est que quand elle jouait Liv, elle avait une doublure qui jouait Maddie. Et quand elle jouait Maddie, il y avait une doublure qui jouait Liv. Et après, au montage, ils ont juste gardé toutes les scènes où il y avait, où c'était que Dove Cameron qui jouait les persos. Mais elle les joue tellement bien que tu oublies que c'est la même actrice. Et par exemple, deux personnages très différents parce que tu as Liv qui a un côté très féminin, tu vois, qui est la meuf qui prend soin d'elle, qui s'habille très féminin, voilà, qui fait du cinéma et tout ça. Voilà, qui fait très, très fille. Et en opposition, tu as sa jumelle, m'a dit, qui fait plus garçon manqué, tu vois, qui est une grande sportive, qui fait du basket, qui éclate tout le monde, qui est meilleure que tout, sur tout le monde. Bref, qui est totalement l'inverse de Liv. Alors, je dis pas que Liv est nulle dans tout, mais tu vois, t'as la jumelle qui fait très, très féminin et t'as celle qui fait plus garçon manqué. Et les deux se marient très bien. Elles jouent super bien les deux. Et Mal, qui est un perso encore un peu plus différent, c'est très cool. C'est vraiment une personne que j'aime beaucoup. Ses musiques sont vraiment cool aussi. Donc voilà, franchement, Dove Cameron, une très très bonne artiste. À côté, on a Dakota Fanning. Donc voilà, donc avec La Guerre des Mondes. Ouais, elle joue Rachel Ferrier, la saga Twilight, ouais, elle joue Jane Volturi, Les Gators, ouais, Gemina, et la série The Alienist, où elle joue Sarah Howard. Et là, pareil, c'est des rôles assez différents. Bon, déjà, La Guerre des Mondes, c'était une enfant. Donc voilà, donc elle joue la gamine qui doit survivre avec son père. Voilà, puis elle jouait quand même plutôt pas mal pour une gamine. Bon, dans la saga Twilight, elle joue une des méchantes. Voilà, bon, pas très expressif, mais bon, ce personnage était comme ça. Dans les Gators, bon, c'est un peu entre guillemets une final girl, hein, voilà. Une meuf qui va survivre aux faits et aux dangers qui l'entourent, mais qui est plutôt pas mal. Et dans The Alienist, elle joue comment dire, une flic, hein, oui, elle joue une flic, la première femme à avoir travaillé dans la police, hein, dans cette série, et où elle va aider l'aliéniste, joué par Daniel Brühl, et t'as aussi Luke Evans. Voilà, et ensemble, ils vont essayer de comprendre et arrêter des criminels voilà, très particuliers. Voilà. Parce que le premier, il se prend pour Jack l'Éventreur, mais en éventrant des gamins prostitués. Et dans le 2, on est sur une personne qui tue des bébés. Donc vraiment, c'est pas des assassins classiques, hein. Mais The Alienist, c'est vraiment une série que j'adore énormément. Et on va sûrement terminer, je pense. Non, j'ai rajouté des gens après, je crois. Des gens qui ont des carrières un peu plus jeunes.
Et ensuite, bon, bah voilà, on a Elle Fanning, qui est mon actrice préférée. Voilà, Elle Fanning, ça fait des années que, je crois depuis 2018, que je kiffe cette actrice. Qui a joué du coup Maléfique, donc la princesse Aurore, The Néon Démon, où elle joue Jessie, Mary Shelley, où elle joue Mary Shelley, Teen Spirit, où elle joue Violette Valensky, Predator, qui va être son prochain film, voilà, où elle joue Tia, The Great, où elle joue Catherine the Great, hein, d'ailleurs qui est là sur la photo, et The Girl from Plainville, qui joue Michelle Carter. Donc, Maléfique, j'ai pas encore regardé parce que je déteste Angelina Jolie. Elle fait partie de ces actrices qui jouent tout le temps la même chose, c'est-à-dire la meuf qui n'a pas d'expression. En fait, c'est un peu la version féminine de Vin Diesel, de Jason Statham. Parce que bah, tu la regardes dans Lara Croft, dans comment ça s'appelle, Mr. and Mrs. Smith, elle a jamais d'expression, c'est toujours la même meuf, c'est chiant. Bref. Mais du coup, bon voilà, là, elle joue une petite princesse Disney. Voilà. Dans The Néo Démon, elle joue une meuf qui veut en gros devenir mannequin et qui se rend compte dans ce truc semi-horrifique, voilà, que le monde du mannequinat, bah, c'est pas joyeux. Et le film est vraiment pas mal. Je l'ai même trouvé plus choquant que The Substance. Voilà, parce que The Substance a cherché à être choquant avec des transformations, des trucs comme ça. The Néon Démon a aussi des scènes choquantes, mais sans chercher à faire du fantastique. Voilà, il est choquant pour des scènes voilà, plus particulières, plus terre à terre et du coup un peu plus effrayantes. Voilà. Dont Marie Shelley, je l'ai toujours pas vue, mais du coup elle joue tout simplement bah, l'autrice Marie Shelley qui a écrit Frankenstein, enfin la créature de Frankenstein. Dans Teen Spirit, elle joue Violette Valensky, donc elle joue euh, une, euh, une fille qui participe à un concours de musique qui est très très cool. Voilà, où on joue aussi sur ses origines, puisqu'elle joue une polonaise, voilà, qui est arrivée enfin, qui a grandi en Angleterre, mais voilà, on lui fait comprendre, meuf, voilà, t'as un nom polonais, donc crois pas que tu peux gagner comme ça. Enfin, bah, voilà, signe des contrats avec nous, tu verras ce que ça donnera. Bref. Mais ouais, Violette Valensky, moi j'aime beaucoup. Teen Spirit, c'est peut-être un de mes films préférés de, dans ce genre de film, tu vois, déjà où ça chante, c'est clairement mon film préféré, parce que bah, c'est un concours de musique, un peu comme les... merde, comment ça s'appelle? Les films avec Anna Kendrick. Mince, il y a Anna Kendrick. Comment ça s'appelle? Les Pitch Perfect. Voilà, je sais plus si c'est comme ça que ça a commencé ou si c'est devenu Pitch Perfect. Parce que je crois qu'il y a un des films qui a pas le même nom que les autres. Mais bref. Ceux-là aussi, je les aime bien parce que, bah, pareil, concours de musique. Enfin, concours de chant plutôt. Euh, donc, ça, j'aime beaucoup parce que bah, on justifie le fait que ça chante pour bah, des raisons logiques. Voilà. Et Valensky est un très bon perso. Predator, comme j'ai dit, il n'est pas encore sorti, mais je voulais en parler parce que bah, on sort totalement de ce qu'elle fait habituellement. C'est-à-dire qu'habituellement, elle est beaucoup dans du film d'auteur et tout. C'est très rare, hein, en dehors de Maléfique, qu'elle fasse des films de blockbuster. Elle avait fait le film Super 8 que j'ai pas mis là parce que bah, Super 8, je m'en souviens plus, qui est un film de Steven Spielberg, donc c'est pas rien non plus, hein. Les deux sœurs d'ailleurs ont travaillé pour Spielberg, mais pas le même film. On a vu que Dakota Fanning avait joué dans La Guerre des Mondes, hein, je crois que c'est Spielberg qui l'a réalisé, et elle dans Super 8. Mais c'est vrai que Predator, voilà, le genre film d'action, science-fiction et tout, c'est vrai que c'est pas le genre de film où on retrouve Elle Fanning habituellement. Donc c'est plutôt cool de l'avoir d'un registre différent, à voir ce que va donner. Moi, j'ai jamais vu de film Predator, donc voilà. Je suis assez curieux de voir en tout cas ce qu'elle va donner dans ce film. Voilà. Dans The Great, elle joue dans un film parodique de la vie de Catherine II de Russie, donc Catherine the Great. D'ailleurs, la série s'assume totalement comme ça, hein, de dire voilà, on reprend des éléments de la vie de Catherine the Great, mais on le fait de manière très humoristique. Donc déjà, c'est bien quand le film ou la série s'assume totalement dans ce qu'elle fait.
Et c'est vrai que c'est vraiment très drôle. Alors, j'ai pas encore vu la saison 3. Ça fait quand même un ou deux, enfin peut-être 2-3 ans même qu'elle est sortie, mais j'ai toujours pas vu la saison 3. Mais les deux premières saisons, j'ai adoré. Elle Fanning, elle est parfaite en reine comme ça. Franchement, je l'adore. Et The Girl from Plainville, où elle joue Michelle Carter. Et là, elle joue à nouveau quelqu'un qui a vraiment existé. Sauf qu'au lieu que ce soit Marie Chollet qui a écrit une histoire qui a inspiré sûrement des millions de personnes, là, elle joue une histoire où elle est accusée, en gros, du suicide de son mari, parce qu'en fait, elle a tellement, tellement harcelé son mari que ce dernier s'est suicidé. Et en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'on peut l'accuser de meurtre, du meurtre de son mari, puisque techniquement il s'est suicidé, mais en même temps il s'est suicidé à cause du harcèlement qu'elle lui a fait subir. Donc franchement, un rôle très très différent de ce qu'elle joue habituellement, parce que habituellement elle a quand même des rôles, même si elle joue dans des films très spéciaux comme The Néon Démon ou des trucs comme ça, ou même dans de la grosse comédie comme The Great, elle a quand même souvent le rôle de la gentille. Voilà, et puis en même temps elle a un visage voilà, qui est quand même difficile de voir en méchante. Et pourtant, The Girl from Plainville l'a fait. Bref. Ensuite, on a Emma Mayer. Donc là, dans les actrices qui ont des carrières un peu plus jeunes. Donc avec Emma Myers, voilà, qui s'est révélée par rapport à Mercredi. Mais voilà, qui en film a fait Family Switch, où elle joue Cissy Walker, que moi j'aime bien. Minecraft, elle joue Nathalie. Bon, j'ai détesté le film, elle était le seul personnage logique du film. Mercredi, où elle joue Enid Sinclair, et Meurtre mode d'emploi, qui d'ailleurs a une saison 2, donc on fera également des vidéos sur la saison 2 quand on l'aura. Où là, elle joue Pipa Fitz Amobi. Donc voilà, donc 4 films, enfin 2 films, 2 séries, où elle joue des rôles différents. Dans Family Switch, c'est pareil, une sorte de garçon manqué, tu vois, c'est la meuf qui fait du foot, qui sportivement est super douée, bon, qui va se retrouver dans le corps de sa mère, donc tu fais qu'en fait au début du film, voilà, et à la toute fin, quand elle revient dans son corps, bon c'est la meuf, voilà, hyper douée sportivement et tout ça, voilà, et dans les trois quarts du film, quand c'est sa mère qui du coup est dans son corps, du coup c'est la femme d'affaires, tout ça, et c'est plutôt amusant. Franchement, euh, elle joue deux rôles en un, et deux rôles très différents, et elle le fait extrêmement bien. Dans Minecraft, du coup, elle joue un personnage, du coup, elle est la grande sœur du gamin, je sais plus comment il s'appelle, qui atterrit dans le monde de Minecraft, et c'est le seul personnage qui se dit putain, mais où est-ce qu'on est? C'est quoi ce monde? Il faut rentrer chez nous. Tous les autres, limite, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre, ils sont dans un monde qui est devenu cubique, c'est normal. C'est la seule vraiment qui réfléchit, qui est en mode non, mais les gars, faut rentrer chez nous. Voilà, bon, j'ai fait une critique de Minecraft, vous pouvez aller voir. Parce que Family Switch, j'en ai parlé que dans mon top des films de 2023 ou 2024. Mercredi, je fais des vidéos dessus. En fait, ouais, tout ce que je parle là, il y a des vidéos où j'en ai parlé. Voilà. Mercredi, bon, avec Enid, elle joue un peu l'intello. Voilà, l'intello que tout le monde adore. C'est un peu la Hermione Granger, même si Hermione Granger, au début, tout le monde l'a détesté. Et je parle bien des gens dans l'école, mais c'est vrai qu'elle a un peu ce rôle un peu à la Hermione Granger. C'est plus un mix entre Hermione et Luna, mais qui est très cool à suivre. Et dans Meurtre mode d'emploi, où elle joue Pipa, bon là c'est une meuf qui enquête sur des meurtres. Voilà, c'est assez sympa aussi, elle a un rôle un peu plus sérieux et tout, qui change des autres. Et c'est pas mal parce que en soi, je crois que de toute sa carrière, elle n'a pas énormément de choses en plus dans lesquelles elle a joué. Et pourtant, on a déjà des trucs hyper variés en termes de rôle. Et c'est très cool, franchement. Si elle continue comme ça, je pense qu'elle a un grand avenir dans le cinéma. Déjà, là, on va la voir revenir cet été dans la saison 2 de Mercredi. Plus tard, sûrement en fin d'année ou début d'année prochaine, on va la voir dans la suite de Meurtre mode d'emploi. Donc voilà, on va continuer à la voir dans des têtes d'affiche en termes de séries télé, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Bon, Minecraft, pour moi, c'est son point noir de sa carrière. Et Family Switch, c'était plutôt cool. Donc je pense qu'elle peut être menée à avoir une très très grosse carrière. On est déjà beaucoup, beaucoup de fans. Alors, à la base, c'est une idée qui a été donnée, et moi, je fais partie de ceux qui sont d'accord pour que euh, si on amène Spider-Gwen, donc la Gwen Stacy en mode Spider-Man,
qu'on a déjà dans les films d'animation de Miles Morales. Si on devait les amener en mode live action, mais je valide à 1000% si les scénarios sont bons, que ce soit Emma Myers qui joue Gwen Stacy. Elle a vraiment la gueule à jouer Gwen Stacy. Donc franchement, surtout que bon, les gens ils vont dire oui, mais elle est brune à la base. Bon, bah voilà, t'as juste quelques exemples. Hein, ici, dans Family Switch, où voilà, une petite teinture blonde, voilà, ça suffit, et puis c'est bon. Voilà, pour moi, c'est un rôle qui est fait pour elle. Tu vois, c'est comme Sadie Sink. Les gens sont là à la vouloir en Jean Grey, mais oui, totalement. Sadie Sink en Jean Grey, c'est limite un rôle fait sur mesure. Bon, bien sûr, il faut la Jean Grey adolescente, mais enfin, adolescente, quoique. L'actrice, elle a quand même, je sais pas, autour de la vingtaine, donc faut pas non plus que ce soit une gamine Jean Grey, mais bon, je pense que pour moi, c'est Disney qui est plus fait pour être une Jean Grey qu'une Mary Jane. Je comprends pas les gens qui veulent qu'elle joue Mary Jane. Bref. Mais voilà, il y a des rôles qui sont tout tracés pour certaines de ces jeunes actrices. Mais encore une fois, il faut que les scénarios, les films soient de qualité derrière, parce que bah, sinon, c'est tout l'inverse que ça fera. Bref. Ensuite, on a Ella Purnell, et je pense que c'est la dernière dont on va parler avant la conclusion. Alors, qui a fait quand même pas mal de films et qui s'est révélé ces dernières années. Voilà, donc avec Army of the Dead, où elle a joué Kate, qui d'ailleurs pour moi était le seul personnage, pareil, assez intéressant du film, hein, parce que bon, le film en lui-même, déjà rien que le plot de base est complètement stupide, mais bon, c'est comme ça. Dans Arcane, elle fait la voix de Powder et de Jinx, qui est très très bien dans la saison 1, la saison 2, moi j'ai pas beaucoup aimé. Dans Fallout, voilà, elle joue Lucy McLean, et dans Sweet Pea, elle joue Rhiannon Lewis, qui pour moi est sa meilleure performance, très clairement. Pardon. Parce que dans Army of the Dead, du coup, elle joue Kate, donc elle joue la fille de Batista, et du coup, voilà, elle, elle veut sauver la vie de quelqu'un, et du coup, elle est prête à se mettre en danger pour le faire, et voilà. C'est, en fait, c'est difficile de, parce qu'en termes d'acting, elle était vraiment géniale. Contrairement à Batista qui pour moi fait sa pire performance, quand tu vois sa performance dans Knock at the Cabin qui était incroyable, je crois que c'est ça, hein, où il vient pour la fin du monde, là, ou je sais plus quoi, je crois que c'est Knock at the Cabin, où Batista a fait une performance de dingue. Dans Army of the Dead, la performance de Batista, elle était pas ouf, hein. Contrairement à celle de la Purnell qui sortait un peu du lot. Dans Arcane, bon bah voilà, elle joue d'abord Powder, hein, donc une petite gamine, plein de vie et tout, et puis qui à la mort de Vander, voilà, va péter un câble, voilà, elle va sombrer dans la folie, et elle joue super bien la folie en tant que Jinx. Bon après, elle fait que donner sa voix, il y a pas vraiment, enfin dans l'acting vocal en tout cas, elle le fait très bien. Dans Fallout, voilà, c'est la petite fille à papa qui va se révéler petit à petit en survivant sur la surface, et c'est vraiment très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé son rôle de Lucie. J'ai hâte de voir la suite, hein, qui sera très certainement en fin d'année ou début d'année prochaine. Je pense, peut-être plus début d'année prochaine. En tout cas, il y a peut-être un mois, on a appris que le tournage était terminé, donc le temps que la post-production se fasse, effectivement, il faudra sûrement attendre fin début d'année prochaine, mais on verra. Et dans Sweet Pea, qui a pas beaucoup fait parler, mais où pourtant son rôle est incroyable, elle y joue en fait Rhiannon, qui est une jeune femme qui a subi du harcèlement par certaines personnes toute sa vie, qui passe son temps à être ignorée par des gens, à subir le mansplaining, des choses comme ça. Bon, bien sûr, elle subit que, pas que par les hommes, et qui un jour va péter un câble, va buter un mec, et va devenir une grosse psychopathe. Elle va prendre du plaisir à tuer, à manipuler, enfin, elle va devenir tout l'inverse de la gentille fille qu'elle était. Et en fait, pendant tout ce film, enfin toute la série, on la voit du coup essayer de cacher ses crimes, de rester en vie tout en commettant des petites erreurs et tout. Et je pense qu'il y aura peut-être une saison 2, si la série a suffisamment marché, on devrait avoir une saison 2 qui peut être vraiment pas mal. Franchement, j'ai kiffé cette série. En plus, je l'ai vue en VO, enfin en VO-STFR, et c'était encore mieux parce que là, on voyait vraiment l'acting de l'actrice qui est vraiment incroyable, hein. Pour moi, juste avec Sweet Pea, elle est montée dans le top 3 de mes actrices préférées parce que, waouh, elle est incroyable, hein. C'est trop cool. Bref. On va donc
terminé. Donc, est-ce que l'un est-il meilleur que l'autre? Est-ce que diversifier ses rôles, c'est mieux que jouer tout le temps le même rôle? Eh ben, je vais dire que non. À mes yeux, ce n'est pas mieux. Alors oui, pour moi, c'est quand même plus agréable de suivre des acteurs ou des actrices qui diversifient leur rôle. C'est vrai que quand on regarde par exemple mes actrices préférées, parce que c'est plus facile pour moi de faire un top 5 de mes actrices préférées que de mes acteurs préférés, mais si on regarde mon top 5 des actrices préférées, ben dedans on a en première Elle Fanning qui diversifie ses rôles, en deuxième on a Ella Purnell qui diversifie plutôt ses rôles, en troisième on aurait Jenna Ortega bon, qui diversifie un peu moins ses rôles, ensuite on aura Maya Hawke qui, du peu que j'ai vu pour l'instant, a des rôles quand même assez diversifiés. Et ensuite, en cinquième, on pourrait mettre une Dakota Fanning ou une Amanda Seyfried, qui sont des actrices qui diversifient ses rôles. Donc, qui diversifient leur rôle. Donc voilà, c'est moi, c'est ce que je préfère. Par exemple, mon acteur préféré, c'est Daniel Radcliffe, qui diversifie ses rôles. Donc voilà. Et pareil, Hugh Jackman, j'adore, qui a diversifié pas mal ses rôles et tout aussi. Bon, Johnny Depp, qui est peut-être un des rares si je faisais faire un top 5 de mes acteurs préférés qui ne diversifie pas trop ses rôles. Mais voilà. Et pour moi, en fait, c'est pas grave. Voilà, je préfère quand même ceux qui diversifient leur rôle. Mais comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, en fait, même si quand tu diversifies pas tes rôles, tu fais tout le temps les mêmes, en fait, si le film est divertissant, en fait, tu l'oublies. Prendre un exemple récent de film que j'ai vu, là, j'ai vu Ballerina hier au moment où je vous parle. Ballerina, c'est l'exemple typique de ces films où les acteurs se diversifient pas. Hein. John Wick, enfin Keanu Reeves joue quasiment tout le temps de la même manière. Ana de Armas, c'est pareil, elle n'a pas un acting de fou et c'est souvent assez mono-expressif. Et pourtant, les John Wick ou Ballerina sont des très bons films d'action. Alors, les scénarios sont pas ouf, mais les scènes d'action, le travail qu'ils mettent dedans est vraiment très très bon. Donc, pour moi, ça n'est pas forcément un problème de jouer toujours les mêmes rôles, même si au bout d'un moment, ça peut être un peu chiant. Tu vois, tu peux être en mode, ouais, ok, il va encore faire ça. C'est vrai que ça rend un peu plus facile à lire ce que va faire le personnage, parce que bon, je sais pas, par exemple, Will Smith, tu vois, dans un film, ceux qui veut toujours jouer les pères parfaits depuis quelques années, bon, tu sais automatiquement ce qu'il va jouer, quoi. Voilà. Et là, avec la plupart des acteurs que j'ai présentés, c'est pareil. Tu peux quasiment t'attendre toujours à la même chose. Voilà, la Jenna Ortega, elle revient avec Mercredi cet été, on sait qu'elle va encore nous jouer l'ado rebelle. donc voilà. Mais est-ce que c'est grave? Non. Tant que c'est divertissant, pour moi, ça n'est pas grave. Si le film est moins divertissant, est-ce que c'est grave? Oui et non, parce que d'un côté, c'est pas de la faute de l'acteur, mais en même temps, c'est voir quelqu'un faire tout le temps la même chose et qu'en plus ce soit mauvais, ça rend le film encore plus chiant en fait. Voilà. Euh, mais pour moi, il n'y a pas un meilleur style qui est meilleur que l'autre, même si j'ai une préférence, ça c'est sûr, mais ça ne veut rien dire. La preuve étant que Jenna Ortega fait quasiment tout le temps les mêmes rôles, et pourtant c'est une de mes actrices préférées. Et pour conclure, il y a quand même une sorte de paradoxe qui s'installe là-dedans, parce que quand on regarde les acteurs ou les actrices qui diversifient leur rôle, s'ils ne jouent pas dans des blockbusters, ils sont assez peu connus. Je veux dire, Daniel Radcliffe, il a été connu par Harry Potter, mais aujourd'hui, on en parle beaucoup moins. Parce qu'il a décidé de s'éloigner d'Harry Potter en diversifiant énormément ses rôles, et aujourd'hui, quand on parle de Daniel Radcliffe, c'est beaucoup pour Harry Potter, mais on parle beaucoup moins de ses autres films, alors qu'il y a des très bons films. Des Sœurs Fanning, là, que vous avez à l'écran, pareil, c'est quand même une niche, entre guillemets, il y a quand même des millions de gens qui les adorent, mais je veux dire, comparé à une Jenna Ortega qui est surexposée, ces meufs-là, qui sont également très 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 talentueuses, on en entend beaucoup moins parler. Voilà, on entend même beaucoup moins parler que des meufs qui jouent très mal, comme Jennifer Lawrence, parce que la meuf, voilà, elle a fait que des très gros rôles quasiment, et pourtant en plus qui joue très mal, hein, voilà, bref. Et voilà, et j'ai souvent l'impression en fait que les acteurs et les actrices qui diversifient leur rôle, s'ils vont pas dans un blockbuster,
C'est que des niches qui les suivent, qui kiffent leur rôle. La preuve étant, c'est que quand j'avais été voir Teen Spirit avec Elle Fanning, j'étais tout seul dans la salle. Il n'y avait pas grand monde. Alors que le film était génial. Et que l'actrice est géniale. Et puis dans la salle, il y avait quasiment personne. Voilà, enfin, il y avait même personne. Donc voilà. Et pourtant, c'était pas un horaire où il était censé n'avoir personne dans la salle, quoi. Donc voilà. Et à contrario, les acteurs et les actrices qui jouent toujours les mêmes rôles, quand on les regarde, sont quand même des gens méga populaires, hein. Il y a quasiment aucun acteur ou actrice de niche parmi tous ceux qui jouent les mêmes rôles. Et pourquoi? Parce que ça marche. Et pourquoi ça marche? Déjà parce qu'auprès des fans, enfin d'une partie des fans, ils peuvent plus facilement s'identifier au personnage. C'est en mode, bon on a Statham, on sait qu'il va mal jouer, mais qu'il va casser des gueules et ça va être cool. Et c'est vrai, moi je l'ai vu plein de fois dans des commentaires sur Facebook, des gens qui étaient en mode, oui, ok, le mec c'est pas le meilleur acteur, mais je sais à quoi m'attendre de ses films. Je sais que quand je vais voir Statham, je vais juste aller voir un mec qui casse des gueules, et puis moi ça me suffit. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui fonctionnent comme ça. Pour eux, ça leur suffit. Eux, ils recherchent pas la performance de l'acting ou des choses comme ça, comme moi je recherche. En même temps, moi j'ai fait du théâtre, j'ai fait des choses comme ça, donc j'ai appris à jouer. Donc quand je regarde du cinéma, j'aime bien voir des gens qui ont appris et qui savent jouer. Voilà, donc regarder un Vin Diesel, moi ça me passionne pas. Oui, ces films, j'aime bien, c'est un plaisir coupable de regarder du Fast and Furious. Mais je regarde pas ça pour la performance, quoi. Voilà. Et du coup, comme je dis, on remarque que le public recherche en partie voilà, une sorte de réconfort en disant voilà, si je regarde un film de Statham, je sais que je vais m'attendre à de la baston, à un mec badass, certes qui joue pas très bien, mais voilà, un mec badass qui va casser des gueules, et je sais que je vais avoir ça, et je serai content d'avoir ça. Donc il y a déjà l'aspect des fans. Et côté des productions, c'est du casting à faire très facilement. Déjà pour les acteurs, si on leur demande de jouer également la même chose, et je pense qu'eux-mêmes ils le demandent, déjà ça leur fait du travail en moins, parce que diversifier ses rôles, c'est du travail en plus, parce que si tu sais jouer un truc et qu'on te demande tout le temps de le jouer, t'as pas besoin de travailler en fait, t'as juste besoin de te mettre dans un nouveau contexte, mais à toujours jouer la même chose. Donc ton travail est pas plus grand que si on te demande de changer de rôle. Je sais pas, si tu es habitué à jouer du drame et que d'un coup on te demande à jouer de la comédie en étant surexpressif et tout, si tu n'en as pas l'habitude, tu vas devoir énormément travailler ton acting. Voilà. Donc quand tu joues déjà tout le temps le même rôle, pour l'acteur, c'est beaucoup plus simple. Voilà, moi je sais jouer ça, on me demande de jouer ça, et c'est parfait. Je vais avoir moins de travail à faire. Et je dis pas que le travail d'acteur est facile ou voilà, mais si tu joues toujours la même chose, c'est plus simple que de diversifier ses rôles. Et surtout du côté de la production, avoir des gens qui sont caractérisés pour certains rôles ou qui sont parfaits pour jouer certains rôles, pour eux, ça rend beaucoup plus simple certains castings. Si dans un casting, tu as besoin d'un personnage qui fait tout le temps des grimaces, qui est surrépressif, tu vas voir Jim Carrey, tu dis voilà, j'ai un rôle qui est pour toi, t'es parfait pour, vas-y, viens jouer dedans. Lui, il est en mode moi je sais faire que ça, enfin je sais faire que ça, j'exagère, hein, bien sûr, mais je sais faire que ça, je suis parfait pour ça, et j'ai pas envie de forcément travailler à faire des choses différentes, allez vas-y, je viens faire ton film. Et c'est vrai que pour un casting, c'est beaucoup plus simple, parce que quand tu écris un scénario, voilà, t'as des personnages qui ont des caractéristiques. Quand t'as des gens qui correspondent déjà à ces caractéristiques parce qu'ils ont l'habitude de jouer ces rôles-là, tu vas directement aller vers eux et t'as pas à t'emmerder à aller faire passer des castings à des dizaines de personnes et tout, enfin même des dizaines, même à des centaines, des milliers de personnes. Tu vas directement voir les gens et puis voilà, tu leur dis voilà, moi j'ai ces rôles-là, ils correspondent à ce que toi t'as l'habitude de faire, est-ce que tu vas être dans mon film? Et c'est beaucoup plus simple. Après, est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Entre guillemets, de vraiment aller voir les gens, je ne sais pas, mais on sait qu'il y a des gens qui ont eu des rôles, qui ont juste reçu un coup de fil en mode j'ai ce rôle là qui peut te correspondre, et puis hop, il y en a qui ont eu des rôles comme ça. Je me doute qu'il y en a qui doivent un peu plus batailler avec des castings. Je pense que c'est aussi une question aussi de popularité, tout ça. Mais voilà, en tout cas, si on devait résumer, donc quand tu joues toujours les mêmes rôles, c'est plus simple à la fois
pour les studios de dire voilà, j'ai tel type de personnage, toi tu peux le combler parce que bah, tu fais souvent ça, donc bah, on le comble facilement. Pour l'acteur, c'est plus simple parce que bah, il a juste à faire ce qu'il fait habituellement, mais dans un nouveau contexte. Et pour les fans, bah, il y en a qui s'y retrouvent plus facilement de cette manière-là, à qui ça suffit. Et voilà. Et du coup, bah, quand tu diversifies tes rôles, bon, bah, c'est un peu plus compliqué parce que bon, bah, en soi, bah, les gens te captent moins. Et c'est vrai que, encore une fois, hein, regardez les acteurs, re-regardez la liste des acteurs que j'ai mis. On aurait pu en rajouter, mais si on devait en rajouter, bah, on aurait rajouté Keanu Reeves, mais Keanu Reeves, on l'aurait rajouté bah, chez les gens qui jouent quasiment tout le temps de la même manière et un peu les mêmes rôles. Pareil pour Anna de Armas ces dernières années. On aurait pu rajouter Will Smith, mais toujours en fait dans les gens, voilà, on prend les gens connus, mais ça va dans la catégorie de ceux qui font la même chose. Bien sûr, encore une fois, il y a quelques petits rôles des fois qui changent, mais voilà. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, on se rend compte qu'en fait, bah, les gens qui jouent tout le temps les mêmes rôles sont les plus populaires. C'est fou, mais ce sont eux les plus populaires. Alors que, bah, en fait, en réalité, quand tu regardes en termes d'acting, en termes voilà, de travail et tout ça, bah, c'est pas les gens les plus passionnants. Il y en a qui sont passionnants, mais pas tous. Quand tu regardes un Vin Diesel, il est pas passionnant du tout. Voilà. Et pourtant, il fait partie des têtes les plus connues d'Hollywood. C'est comme ça. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je sais pas si ma vidéo aura été si bien expliquée. Voilà. Après, ça fait des petites recos de films ou de séries au passage. Mais voilà, en tout cas, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo débat sur l'acting avec mon collectif une fois qu'il sera lancé. Et puis qu'au moins on pourra citer peut-être d'autres noms auxquels moi je pense pas ou que je connais pas plus que ça. Mais peut-être qu'un jour on fera une vidéo débat là-dessus. Ça peut être intéressant. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.